Bonsoir et merci d'être venu. Je crois que c'est la première fois cette année que nous allons, dans cette série, dans cette saison plutôt, que nous allons parler d'un auteur étranger. Ce n'est pas la dernière. Nous aurons l'occasion de parler de Gogol dans 2 séances. Mais cette fois-ci, nous allons parler de Sterne. Nous allons digresser à propos de Tristram Shandy. Digresser, c'est-à-dire nous promener constamment au cœur du sujet, comme vous le savez sans doute. Ça a été un plaisir extraordinaire de relire Tristram Shandy à 25 ans de distance en ce qui me concerne. Je m'identifiais un peu à Claro en découvrant la présentation qu'il fait de cette édition, parce que Tristram Shandy est sans doute l'un des livres que je choisirais moi-même si je devais parler d'un ouvrage, pour toutes sortes de raisons qui coïncident avec celle de Claro d'ailleurs. Donc, du coup, le dialogue va peut-être vous paraître un peu... je vais le laisser parler parce qu'il sera mon porte-parole pour le coup. Ce livre, à mon avis, est un des grands livres méconnus en France. C'est un livre proprement extraordinaire. On va rentrer un peu dans les détails, dans certains d'entre eux, parce que c'est un livre qui est fait entièrement de A à Z, de détails. C'est un livre dont on pourrait corner chaque page. J'en ai corné quelques-unes. J'aurais pu les corner presque toutes. On pourra vous en faire admirer certaines, qui sont célèbres, et qui sont, comme vous le voyez, scrupuleusement respectées et reproduites dans cette édition, qui, comme toujours, tient cette gageure de serrer les prix de façon admirable. Alors, en l'occurrence, vu l'épaisseur de l'ouvrage, plus de 700 pages, on ne peut quand même pas décemment vous faire payer ça moins de 11,30 €. Mais quand même, que Garnier-Flammarion puisse mettre sur le marché un Sterne pareil, dans la traduction classique de Charles Moron, pour ce prix-là, c'est-à-dire un peu moins de 2 paquets de cigarettes et certainement moins que les vaporettes qu'on vend maintenant, ça reste merveilleux. Et vu le nombre d'heures de plaisir, pour ne pas dire jours ou mois de plaisir que ça procure, c'est vraiment... je crois que si le plaisir se mesurait en dosette, ce serait vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez rêver. Je remercie Claro d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et l'invitation de Garnier-Flammarion pour vous faire part de cette admiration que je partage pour ce roman de romans extraordinaire, qui n'est pas un seul livre, mais plusieurs d'ailleurs. J'aurais pu commencer par là. Ce n'est pas un seul ouvrage, c'en est en fait 9. Là aussi, on en parlera. Mais je crois qu'1 heure ne sera pas trop pour Claro, pour d'abord nous lire quelques extraits de son choix, et puis pour nous parler des raisons pour lesquelles il admire particulièrement Sterne. Merci. Alors, comme toujours, nous improvisons. Comme toujours, nous n'avons rien de préparé. Comme toujours, nous parlons sans notes, simplement à partir de notre admiration partagée pour l'auteur. Et comme toujours, je n'ai pas la moindre idée des passages que Claro a sélectionnés pour sa lecture, si tant est qu'il en ait sélectionné. Mais avant de commencer la lecture, comme toujours, peut-être la petite question préliminaire, est-ce qu'on nous entend jusqu'au fond? Oui. Ce niveau de voix, ça va? Oui. Très bien. Et donc, qu'avez-vous choisi comme... si vous en avez choisi, parce que vu l'esprit de Sterne, vous pourriez aussi bien improviser. Non, mais l'idéal, ça serait de lire l'intégrale, mais comme c'est un livre qui fonctionne considérablement sur la digression, voilà, j'ai choisi des passages qui peut-être sont liés à ce problème, mais je pense qu'il faut commencer par la toute première page, qui est absolument énorme, et évidemment, quand on la lit, c'est un peu le principe dans Sterne, chaque fois qu'on lit un passage, on ne comprend pas tout à fait, il y a plusieurs choses qui sont énoncées, et c'est plus tard où il nous éclaire sur ce qu'on vient de lire. Tout l'intérêt aussi, quand on vous demande de faire une préface, ça vous permet quand même de relire le livre, parce que c'est des lectures anciennes, qui sont tellement anciennes que finalement vous vous demandez est-ce que vous l'avez vraiment lu en entier quand vous aviez 17-18 ans. Donc c'est vraiment un plaisir de le reprendre, et de le lire d'une façon complètement différente. C'est vrai qu'il y a aussi, bon, c'est la traduction de Charles Moron en plus,
Peut-être qu'elle date un petit peu, même si elle est vraiment très élégante. Et quand on aborde ce livre la première fois, il est truffé de références, de citations latines, de citations grecques. Il peut y avoir un côté comme ça, pour un premier lecteur, qui serait une espèce d'effroi académique, alors qu'en fait, quand on va essayer d'aborder cette question, c'est quand même c'est un livre qui est une farce. C'est quand même, les deux principaux mentors littéraires, on va dire, de Stern, c'est quand même Rabelais et Cervantes. C'est assez émouvant d'ailleurs de voir que c'est vraiment un Anglais du XVIIIe qui éprouve le plus fortement l'influence de ces deux écrivains, et on est presque à regretter finalement qu'il n'y ait pas eu la même chose, qu'il n'y ait pas eu d'écrivains français finalement, comme si l'héritage de Rabelais c'était assez perdu. Quelque chose d'ailleurs que Louis-Ferdinand Céline regrettait. C'est vraiment que Rabelais avait perdu et que c'était le style du Bachot qui avait gagné. Et voilà. Et lui, Stern, 18e, il est fou de Cervantes et de Rabelais, qui cite à de nombreuses reprises. Mais on va commencer tout de suite par une petite mise en bouche. À mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent, l'un ou l'autre aurait dû prendre garde à ce qu'ils faisaient. Et pourquoi pas tous deux, puisque c'était leur commun devoir. S'ils avaient à cet instant dûment pesé le pour et le contre, s'ils s'étaient avisés que de leurs humeurs et dispositions dominantes allait dépendre non seulement la création d'un être raisonnable, mais peut-être l'heureuse formation de son corps, sa température, son génie, le moule de son esprit, et, si douteux que cela leur parût, jusqu'à la fortune de leur maison, s'ils avaient mûrement examiné tout cela, je suis persuadé que j'aurais fait dans le monde une toute autre figure et serait apparu au lecteur sous des traits sans doute fort différents de ceux qu'il va voir. Croyez-moi, bonnes gens, la chose n'est pas une bagatelle, comme beaucoup d'entre vous le pensent. Vous n'êtes certes pas sans avoir entendu parler des esprits vitaux, de leur transmission, de père en fils, etc., et de bien d'autres merveilles. Eh bien, je vous donne ma parole que le bon sens ou la folie d'un homme, ses succès ou ses mésaventures dans le monde, dépendent pour les 9/10 des mouvements de ces esprits, de leurs activités et des voies où on les engage. Une fois lâchés, bien ou mal, l'affaire est conclue. Les voilà partis pêle-mêle à tous les diables, foulant et refoulant le même chemin. Ils le rendent aussi uni et lisse qu'une allée de jardin. Quand ils y sont une fois accoutumés, le démon lui-même ne saurait les en divertir. « Pardon, mon ami, dit ma mère, n'avez-vous pas oublié de remonter la pendule ?»« Grand Dieu !» s'exclama mon père, non sans un effort pour étouffer sa voix. « Depuis la création du monde, une femme a-t-elle jamais interrompu un homme par une question si sotte ?» Alors, c'est vraiment assez incroyable, parce que, évidemment, quand on entre dans Tristram Shandy, voilà, ça commence comme ça par une discussion, il nous parle des esprits vitaux, enfin les esprits animaux, et tout d'un coup, ce premier développement est interrompu par cette phrase « Pardon, mon ami, n'avez-vous pas oublié de remonter la pendule ?» Donc, pour le lecteur, on est en plein brouillard, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Même s'il a quand même parlé dès la première ligne, à mon sens, lorsque mes parents m'engendrèrent. Et en fait, après, on comprend une chose très simple, c'est que le père de Tristram Shandy, dont il va falloir raconter la vie et les opinions, mais pour raconter ses opinions, il faut d'abord qu'il y ait vie, et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait naissance, et pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il ait été engendré. Et donc Stern, dans une parfaite logique, va commencer par finalement le moment de sa conception, un moment tout à fait horizontal. Et donc on comprendra que Walter Shandy, le père de Tristram Shandy, qui a quand même, donc son père a une 50aine d'années, est un petit peu fatigué, et il a décidé un petit peu de conjuguer certains devoirs ou certaines corvées, c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit honorer sa femme. Conjuguer, c'est le mot, oui. Voilà, il doit honorer sa femme une fois par mois, et il doit également remonter la pendule une fois par mois. Donc il fait ça, alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus la date, mais c'est en gros le premier dimanche de la deuxième semaine, ou je ne sais pas quoi. Et évidemment, elle lui demande est-ce qu'il a pensé à la remonter, parce qu'on va apprendre qu'il y a toute une histoire, qu'en fait il ne consomme pas le jour où il devrait consommer parce qu'il y a eu un déplacement du père. Et ça, c'est tout à fait Shandy, c'est-à-dire que non seulement il part bien à l'avance, il part de la conception, mais en plus déjà tout est faussé. Qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle l'interrompt en fait en plein coït, tout simplement. Donc c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de livres qui commencent au XVIIIe par une description déguisée d'un coït. Et comme elle lui parle
l'histoire de pendule, lui, ça le trouble. Et Chandy, qui lui, après, aura eu vent de cette histoire, explique que voilà, il faut pas déranger un homme au moment du coït, il est très concentré, et que s'il est déconcentré, du coup, ces petits esprits vitaux, qui sont un peu la version comme ça, métaphysique des spermatozoïdes, ils s'affolent, ils s'égarent, ils ne comprennent pas, et donc ça change toute la destinée, comme si, voilà, par cette question pourtant bien intentionnée, elle avait modifié son ADN. Donc ça, c'est quand même quelque chose... Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste du sous-entendu, puisque quand on lit, on ne comprend même pas à cette phrase-là ce qui est vraiment en train de se passer. Mais après, il le dit, par petits moments, par petites étapes. Donc on finit par comprendre quand même qu'il y a une chose qui va compter. Ça qui est très intéressant dans Tristram Shandy, enfin pour moi, c'est quand même un bouquin de cul. Pas déguisé tant que ça, je pense qu'il n'y a pas un seul lecteur qui ne comprenait pas les allusions. Il y a toute une tirade sur le nez à un moment où il en fait 3 caisses en expliquant non mais quand je parle du nez, je parle du nez, n'allez pas croire que le nez c'est autre chose, puis il le répète tellement de fois que bon, on a compris que c'est pas ou c'est peut-être comme la fameuse phrase de Freud, il dit sometimes the cigar is a cigar, même si je ne pense pas que Freud l'ait dit en anglais. Et voilà, donc il y a toute cette histoire des rapports sexuels, de la puissance sexuelle qui revient assez étrangement, et surtout, ça on va revenir parce qu'on va tout déflorer, il y a l'histoire de l'engendrement, et qui est fondamentale, et qui est de savoir comment Tristram Shandy a été engendré, comment il a pu avoir connaissance de son engendrement, pourquoi cet engendrement a été contrarié, qu'est-ce que ça veut dire à la limite une conception et un engendrement contrarié, et arrivé à ce moment, on se demande finalement qu'est-ce que Laurent Stern est en train de nous dire, qu'est-ce qui est vraiment en train de naître. Et moi je pense que ce qu'il est en train de nous montrer, c'est il n'y a pas que Tristram Shandy qui est en train de naître dans ce livre, il y a vraiment le lecteur. C'est vraiment un livre qui est en perpétuel dialogue avec le lecteur et qui essaye de lui dire voilà, je vais te faire naître comme lecteur d'une autre façon, parce que tu as lu Fielding, tu as lu Smollett, etc. Tu as l'habitude des gros romans comme ça, etc. Mais là, on est dans toute autre chose, on est dans une histoire de fabrique. Il y aura beaucoup de digressions. Et peut-être que les digressions sont comme des préliminaires dans l'amour. Enfin, il y a tout c'est même pas un sous-texte, c'est comme des rigoles comme ça qui passent à travers. Donc on va avancer un petit peu parce que si on n'avance pas dans Tristram Shandy, c'est assez compliqué, puisqu'il faut quand même qu'il naisse, et il met quand même un certain nombre de pages à naître, ce pauvre Tristram. Et chaque fois, il précise bien qu'il ne peut pas raconter le moment de sa naissance, il y a eu quand même 9 mois avant. Je voudrais lire justement ce fameux passage sur les digressions. Alors en plus, quand on lit Stern, il faut toujours couper comme ça... un peu au cutter, parce que toujours tout est lié, chaque chapitre est en train de mordre sur l'autre. Mais voilà ce qu'il dit sur les digressions. Car la digression où je viens d'être conduit par accident, et en vérité toutes mes digressions, sauf une, sont marquées par un trait de magistrale habileté digressive, dont je crains que le lecteur ne soit pas avisé. Non certes par manque de pénétration, mais parce qu'il est d'une qualité rarement recherchée et même inattendue dans une digression. Le voici. Bien que je joue le jeu des digressions aussi loyalement que n'importe quel auteur de Grande-Bretagne, et bien que j'y vole aussi loin de mon sujet et aussi fréquemment que quiconque, cependant, je m'arrange toujours, dans l'ordonnance de mon histoire, pour que mes personnages ne chôment pas en mon absence. Et non seulement il dit qu'il fait ça, mais il le fait en permanence, c'est-à-dire qu'il dit on va peut-être profiter que l'oncle Toby ou mon père se sont assoupis. On va vous parler d'autre chose, parce que il ne se passe plus rien, là, ils sont en train de dormir, donc ils vous racontent autre chose, et puis voilà. Alors c'est complètement léger, farcesque, à la fois ça dit vraiment, ça démontre le processus romanesque, ça renvoie aussi à des questions philosophiques sur le temps, sur Locke dont il se moquera. Je me disposais par exemple à vous dépeindre à grands traits le personnage de mon oncle Toby, lorsque ma tante Dina et son cocher se mirent à la traverse. Nous voici errants à plusieurs millions de milles au cœur même du système planétaire. Et cependant, le portrait de mon oncle Toby a fait, vous l'avez noté, tout ce temps son petit bonhomme de chemin. Je n'en ai tracé les grands contours, c'était impossible. Mais de faibles indications et des traits familiers ont été jetés çà et là au fil de mes phrases,
de sorte que vous connaissez maintenant mon oncle Toby beaucoup mieux qu'auparavant. Cet ingénieux dispositif donne à la machinerie de mon ouvrage une qualité unique. Deux mouvements inverses s'y combinent et s'y réconcilient quand on les croit prêts à se contrarier. Bref, mon ouvrage digresse, mais progresse aussi, et en même temps. Ceci, monsieur, ne ressemble en rien au double mouvement de la Terre tournant autour de son axe par une rotation diurne, tandis qu'elle avance sur l'ellipse de son orbite annuelle, ce qui produit la diversité et les vicissitudes saisonnières dont nous jouissons. J'avoue que l'idée pourra en être suggérée. La plupart des grandes découvertes théoriques ou techniques dont nous sommes si fiers ont d'ailleurs leur origine dans des rencontres aussi futiles. Incontestablement, c'est du soleil des digressions que nous vient la lumière. Elles sont la vie et l'âme de la lecture. Privez-en par exemple ce livre, autant vous priver du livre même. La glace d'un éternel hiver y régnerait sur chaque page. Rendez-les à l'auteur, il s'élance comme un jeune marié, boute tout en train, fait fleurir la variété, fouette l'intérêt faiblissant. C'est dans la façon de les accommoder et de les mener à bien que se voit une habileté qui ne profite pas seulement au lecteur, mais à l'auteur lui-même, dont la détresse en cette difficulté est vraiment pitoyable. Car s'il commence une digression, son travail se bloque, et s'il fait avancer ce dernier, voilà sa digression morte. Mauvais travail que celui-ci. J'ai donc conçu, dès le début, un savant assemblage du principal et de l'adventice, où se trouvent si bien combinés les mouvements digressifs et progressifs, une roue engrenant l'autre, que l'entière machinerie n'a cessé de fonctionner. Bien plus, elle fonctionnera 40 ans encore, s'il plaît à la source de toute santé de m'accorder gracieusement ce temps de vie et de bonne humeur, ce qui ne fut hélas pas le cas, puisque Laurent Stern est mort largement moins de 40 ans après. Mais je crois que c'est la première fois qu'on a dans la littérature comme ça une description voilà, par un auteur mécanique qui à la fois justifie, explique et qui bien sûr nous embobine. Alors ça a des conséquences effectivement, puisque certaines choses se passent mentalement, des gens ont des réflexions et puis d'autres sont en train d'agir, donc on a affaire à des temporalités différentes. Et alors voilà un petit passage un peu où cette question va être abordée. « Je ne sais comment, dit mon père, or il le savait fort bien, car à l'instant où il prononçait sa phrase, il était déjà résolu à éclairer le sujet par une dissertation métaphysique sur la durée et ses modes élémentaires, afin de démontrer à mon oncle Toby par quel mécanisme et par quelle mesure mentale la succession rapide des idées et l'éternel sautillement du discours d'une chose à une autre avaient, depuis l'entrée du docteur Slop dans la pièce, si inconcevablement étiré une période si courte. Je ne sais comment, cria mon père, mais il me semble s'être écoulé un siècle. Cela n'est dû, dit mon oncle Toby, qu'à la succession de nos idées. Mon père, qui selon un prurit commun à tous les philosophes, voulait disserter sur le moindre événement et en rendre raison, et qui se proposait un immense plaisir à développer cette succession des idées, n'avait pas imaginé que mon oncle Toby pût ainsi la lui arracher des mains. Car mon honnête homme d'oncle prenait d'ordinaire les événements comme ils venaient. En général, Toby, quand il ne veut plus parler, il se met à chantonner, à siffloter un petit air. Rien au monde ne le troublait moins qu'une pensée abstraite. Les concepts de temps et d'espace, la façon dont nous les formons en nous, leur nature essentielle, leur caractère inné ou acquis, la question de savoir si nous les acquérons au maillot ou devons attendre de porter culotte, tout cela, et sans autre dispute sur l'infini, la préscience, la liberté, la nécessité, etc., dont les âpres difficultés théoriques ont enivré, désespéré, fêlé tant de cerveaux admirables, jamais, jamais mon oncle Toby n'en avait souffert. Mon père ne l'ignorait pas, sa surprise égala donc son désappointement. « Entendez-vous cette théorie » demanda-t-il. « Non pas, » répondit mon oncle. « Mais si vous en parlez, en avez-vous du moins quelque idée ?»« Oh, pas plus que mon cheval » répliqua mon oncle Toby. « Juste ciel » s'écria mon père, les yeux levés et les mains jointes. « Quel mérite dans votre honnête ignorance !» Il est presque dommage de l'échanger contre une connaissance exacte. Je vais pourtant vous éclairer. Pour comprendre la nature du temps, ce qui est très nécessaire à l'intelligence de l'infini, l'une n'étant qu'une partie de l'autre, il nous faut d'abord considérer à loisir notre idée de durée afin d'expliquer clairement la façon dont nous l'avons acquise. Qui s'en préoccupe ? Dit mon oncle Toby. Car si vous voulez bien jeter un regard à l'intérieur de votre propre esprit, poursuivit mon père, par une observation attentive, vous percevrez, mon frère, qu'à l'instant où vous et moi parlons, pensons et fumons nos pipes, et tandis que nous recevons les idées successives dans nos esprits, nous connaissons par là notre propre existence, et nous jugeons par suite que cette existence même est celle de n'importe qui, ainsi que leur continuation,
ont une commune mesure avec la succession de nos idées, notre durée ou la durée de quoi que ce soit qui coexiste à notre pensée, de sorte que selon cette hypothèse préconçue, vous me brouillez la tête, cria mon oncle Toby. Et voilà pourquoi, répliqua mon père, dans nos computations du temps, nous avons pris une telle habitude des minutes, heures, semaines et mois, nous sommes si accoutumés à nos horloges, alors bien toujours l'horloge, je voudrais qu'il n'y eût plus une horloge dans ce royaume. Vous voyez comme on lit chaque fois différemment les choses dans Stern, pour découper notre temps et le temps de nos proches, que nous pourrons nous estimer heureux un jour si la succession de nos idées garde encore pour nous la moindre valeur. Or, que nous en prenions ou non conscience, poursuivit mon père, il se produit dans la tête de tout homme raisonnable une succession régulière d'idées qui, quel qu'en soit le genre, s'accrochent les unes aux autres pour former une sorte de train d'artillerie, dit mon oncle Toby, qui est complètement obsédé, vous savez, par les choses militaires. Mais non, de train de sornettes, dit mon père, qui se succèdent dans notre esprit à une certaine distance, exactement comme les images de lanternes magiques mues par la flamme d'une bougie. Donc là, c'est le côté Proust du père, tout d'un coup. Les miennes, dit mon oncle Toby, ressemblent davantage à un tourne-broche à courant d'air. Alors, frère Toby, dit mon père, je n'ai plus rien à vous dire sur ce sujet. Quelle conjoncture manqua de se réaliser ici? D'une part, mon père, dans un de ses meilleurs jours d'explication, poursuivant avec ardeur une proie métaphysique jusque dans ces régions où nuages et ténèbres l'eussent bientôt enveloppé. D'autre part, mon oncle Toby, merveilleusement disposé à l'entendre, la tête comme un tourne-broche à courant d'air. Toutes ces idées tournant à l'intérieur d'un tuyau encrassé dans un nuage lourd, fuligineux et noir, par le tombeau de Lucien, s'il existe, sinon pourquoi pas par ses cendres, par les cendres aussi de mon cher Rabelais et de mon plus cher Cervantes, la conversation de mon père et de mon oncle Toby sur les sujets du temps et de l'éternité était une conversation hautement souhaitable, et l'humeur pétulante de mon père, en l'interrompant brusquement, priva le trésor ontologique d'un joyau que lui rendront difficilement les plus rares concours de circonstances. Bon, il faudrait continuer parce que cette histoire de tourne-broche à air est quand même assez incroyable. Ça, voilà, c'est encore un passage où Stern est très malin parce qu'il a fait de son père un discoureur infatigable. Il l'appelle d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire qu'à tout moment, voilà, son père envahit la narration, l'empêche parce qu'il a toujours envie de discourir face à Toby qui, lui, effectivement, a une seule obsession qui est de recréer en maquette à une échelle réduite le siège de Namur où il a été blessé, mais on reviendra sur cette histoire cocasse. Et je vais lire un dernier petit passage que je trouve très, très émouvant, qui est très lié à ces deux histoires, qui est sur le temps passé à l'écriture du livre. Alors, il y a une espèce d'arithmétique qui est pas très claire, mais vous verrez qu'on voit un peu ce qu'il veut dire, même si les 40 ans qu'il estimait n'ont pas eu lieu. Mais voilà, à l'époque où il écrit ça, Stern sait que la tuberculose ne va pas non plus lui laisser beaucoup de marge. J'ai ce mois-ci 12 mois de plus qu'il y a juste un an. Or, comme parvenu à peu près au milieu de mon 4e volume, je n'ai retracé que l'histoire de ma première journée, donc c'est Tristram, il est clair que j'ai aujourd'hui 364 jours à raconter de plus jusqu'à l'instant où j'entrepris mon ouvrage. Ainsi, au lieu d'avancer dans mon travail à mesure que je le fais, comme un écrivain ordinaire, j'ai reculé de 364 fois 3 volumes et demi, si chaque jour de ma vie doit être aussi plein que celui-ci, pourquoi pas. Et si les événements et les opinions qui l'emplissent doivent être traduits aussi longuement, et pourquoi les couperais-je? En outre, comme à cette allure, je vis 364 fois plus vite que je n'écris, c'est magnifique, il s'ensuit, n'en déplaise à votre Excellence, que plus j'écris, plus j'aurai à écrire, et plus par conséquent, votre Excellence aura à lire. Alors l'Excellence, c'est un des dédicataires du livre, mais il a mis genre 300 pages à faire quand même sa dédicace, et puis après il change tout le temps, il préfère une femme. La mienne s'en accommodera, et n'étaient mes opinions qui me feront mourir, je sens que je vivrai assez bien de cette même vie à écrire, ou si l'on veut, de ces 2 belles vies à vivre. Quant à l'idée d'écrire 12 volumes par an, soit 1 par mois, elle ne change rien à ce que j'aperçois de mon avenir. Je puis écrire autant que je voudrais et piquer en plein sujet comme Horace le recommande. Je ne me rejoindrai jamais, fût-ce par la plus effrénée des galopades, car en mettant les choses au pire pour moi, j'aurai dans tous les cas un jour d'avance sur ma plume. Or, un jour vaut bien 2 volumes, et 2 volumes valent bien 1 an. Que le ciel favorise donc les papeteries,
en ce règne propice qui s'ouvre devant nous et où la Providence favorisera, j'en suis sûr, toute entreprise. Quant à la reproduction des oies, parce qu'on en est à la plume, je n'en suis pas inquiet. La nature a des bontés sans limite et je ne manquerai jamais d'instruments pour mon travail. Voilà, donc je pense qu'à partir de ces petits extraits, on peut développer. Oui, on peut développer longuement. Chacun des extraits a des phrases magnifiques, soit la digression comme soleil, enfin comme lumière solaire, comme sunshine, comme lumière solaire qui baigne tout, ou autre phrase magnifique dans le dernier passage que vous lisiez, je ne me rejoindrai jamais. Et ça pourrait sonner comme une déclaration défaitiste et attristée, et au contraire, ce qu'on entend quand vous le lisez, c'est cette allégresse, cette joie qu'il y a à ne jamais pouvoir épuiser par l'écriture tout ce qui aura été vécu. Et que la charge de vécu, la charge du pensée, de toute façon, gardera toujours son avance. Comme si l'écrivain surfait sur une sorte d'énorme vague ou d'énorme houle qui le porte, mais qu'il n'aura jamais fini d'épuiser et qu'il ne parviendra jamais à dominer. D'ailleurs, les passages que vous avez lus, Claro, notamment le passage sur le temps et l'association des idées, ce passage-là, j'en suis à peu près sûr, entre l'oncle Toby et le père, si je me souviens bien, il a lieu pendant que dans la chambre du dessus, Madame est en train d'accoucher du Tristram. Voilà, mais Madame met très longtemps à accoucher. Ouais. Tout le livre est un accouchement compliqué, mais ce qu'on finit par comprendre au bout d'un moment, c'est qu'il semble y avoir une espèce de problème dans la famille Chandy. Donc il y a cette histoire bizarre au début où le père n'a pas conçu Chandy à la date qui était prévue, et puis à la fois Stern nous donne d'autres dates, donc on commence à se dire qu'il y a un calcul à faire si on remonte de 9 mois, parce que lui il sait exactement la date, le jour de sa naissance. Mais si on remonte 9 mois avant, en principe, le père n'était pas là. Voilà, donc il laisse entendre comme ça que peut-être il y a un petit problème, que peut-être son père n'est pas son père. C'est dit de façon très franche et à la fois très vague. À la fois, il sous-entend aussi que Walter Chandy, son père, a peut-être aussi des petits problèmes voilà, dans les relations sexuelles. C'est quand même le premier personnage, c'est le père. Le deuxième, l'oncle Toby, le frère. Alors lui, on sait vraiment ce qui s'est arrivé. Il s'est pris une pierre lors du siège de Namur qui lui est tombée sur l'aine, qu'il a laissé très longtemps couché, alité, souffrant. Et finalement, il a réussi, par cette volonté de reconstituer le siège de Namur, comme je vous l'ai dit, en maquette, à s'extraire de son lit de souffrance, etc. Mais on suppose qu'il lui est peut-être resté quelques séquelles. Et il va y avoir toute une histoire dans le livre avec une veuve une relation un peu galante va se créer, et quand même la veuve sait qu'il y a un problème avec Toby. Et il y a ce passage qui est absolument merveilleux où elle aborde le sujet. Alors vous avez été blessé, etc. Très bien, mais elle ne sait pas où. Hein. Elle n'a pas réussi à avoir beaucoup de... Et donc il lui dit, mais je vais vous mettre le doigt sur l'endroit où j'ai été blessé. Et on voit bien chacun n'entend pas la même chose. Il dit, mais où avez-vous été blessé? Et lui, il répond, à Namur. Et il lui fait mettre le doigt sur une carte pour lui montrer où était Namur, exactement l'endroit avec les forteresses, etc. Donc voilà, le deuxième personnage est aussi peut-être soupçonnable d'impotence. Après, nous avons Tristram Shandy, qui lui arrive dans ce monde, mais horriblement diminué. D'abord parce qu'évidemment, comme sa mère a parlé de remonter la pendule, ça a un peu troublé son père, donc voilà. En plus, il accouche, sa mère accouche chez lui alors qu'elle voulait accoucher à Londres dans des meilleures conditions, donc il y a une espèce d'obstétricien qui arrive avec une mallette, avec des outils, et il fabrique tous les jours des nouveaux forceps qui sont évidemment des instruments de torture dont il ne sait pas se servir. En plus, il commence à se blesser avec les forceps avant même de monter pour accoucher, donc on se dit que ça commence mal. Et
le père de Chandy est très inquiet parce qu'il sent que l'accouchement va mal se passer, qu'il peut arriver quelque chose à son fils, parce qu'il se dit, voilà, avec les forceps, on va comprimer la tête, donc les esprits vitaux vont complètement être... voilà, donc ça va mal se passer. Bon, ce qui se passe au final, c'est qu'il a le nez complètement écrasé. Et là, c'est un drame pour Walter Chandy, parce que, voilà, c'est quand même des générations qu'apparemment, ils ont des nez corrects dans la famille, et là, tout d'un coup, celui-là, il a un nez un peu écrasé, même si un nez, bien sûr, est un nez. Voilà. Deuxième, on va dire, rétrécissement de ce pauvre Tristram, c'est que son père voulait l'appeler Trismégiste, hein. Ça veut dire 3 fois très grand. Évidemment, comme c'est la bonne, je crois que c'est Dina. C'est Susanna. Susanna. Trismégiste, c'est un peu compliqué à prononcer, etc. Enfin, bref, elle l'appelle Tristram. Donc déjà, le père, c'est une nouvelle... souci d'horreur, parce que s'il pense évidemment que c'est le nom qui crée l'être, et que voilà, si on s'appelle Trismégiste, il s'est dit ça va compenser un petit peu son problème de nez. Donc Tristram, ça compense rien du tout. Et il va arriver en plus après, donc franchement, on voit bien que Stern sait de quoi il parle, c'est que quelques années plus tard, je crois que c'est quand Tristram a 4 ou 5 ans, il a envie de faire pipi, on ne trouve pas le pot, et donc la bonne lui dit, bon, on n'a pas le temps de chercher, elle ouvre la fenêtre, elle le pose sur la fenêtre pour qu'il urine, et à ce moment-là, la fenêtre tombe. C'est une fenêtre à guillotine. Voilà. Et elle dit, je ne sais plus comment c'est en anglais, mais genre, parce qu'on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, there is nothing. Donc on comprend que c'est un there is nothing, où voilà, il y a quelque chose en moins. Donc le père, évidemment, il est affolé, donc il se procure 50 volumes sur la circoncision et l'utilité du prépuce, etc. Mais bon, voilà. Et donc ça, c'est le côté un peu burlesque dans Chandy, mais on sent qu'il y a quelque chose de très fort comme ça qui revient sur quelque chose qui peut diminuer l'homme, qui peut contrarier l'engendrement, alors que tout le livre est justement une question de l'engendrement. La métaphore de l'accouchement revient en permanence, de l'acte sexuel comme quelque chose qui va diffuser comme ça des esprits animaux. Il y a tout un passage où il décrit la façon dont l'encre se répand sur sa page. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud pour arriver à voir ce qu'il est en train de nous dire. Donc voilà, c'est un livre sur l'accouchement. Et donc sur l'accouchement non seulement de Tristram, mais sur l'accouchement d'un livre. Comment on raconte une histoire et pourquoi on est obligé de digresser, parce que les êtres eux-mêmes digressent en permanence, qu'il y a des temporalités différentes, et que la lecture, de toute façon, est une digression, parce que les livres aussi se répondent entre eux. Hein. C'est quand même un des grands sujets de Tristram Shandy. Énormément d'auteurs sont cités, avec respect ou moquerie, mais il y a cette idée qui est très forte chez Stern et même chez ses contemporains, c'est que voilà, un livre est toujours en dialogue, est toujours en train de se mesurer avec d'autres, on va dire, d'autres géniteurs. Oui, le pauvre Tristram, en effet, il naît sous le signe du manque et du problème. Déjà, cet écart entre les géniteurs, cet écart entre la mère et le père, dès la première page, signe le ratage. La mère qui pense à la pendule alors que le père pense à toute autre chose et est très concentré sur ses œuvres de géniteur, c'est déjà faire naître Tristram sous le signe de la fuite des idées. Parce que qui dit association des idées, dont on fait la théorie ensuite, dit aussi fuite des idées. Et là, on découvre aussi, le père découvre à ce moment-là, qu'alors qu'il besogne sa femme, elle, ne songe qu'à la pendule qui se trouve quelque part dans l'escalier. Et c'est sous le signe de cet écart-là, de ce dérèglement des pensées, mais qui est en même temps aussi une mécanique des pensées, que Tristram annonce sa venue au monde. Et à partir de ce moment-là, il s'écoule plusieurs centaines de pages avant que nous ayons... Parce qu'il y a aussi un suspense énorme à travers ces digressions. C'est aussi un feuilleton, Tristram Shandy. C'est aussi une écriture feuilletonesque. Elle est à la fois digressive et feuilletonesque. Tristram nous lance à la tête qu'il a perdu son nez, mais nous ne savons pas encore comment, et il nous nargue avec ce nez manquant. Voilà. Et il nous annonce aussi que Tristram est le pire prénom du monde,
le prénom le plus détesté du père, le prénom le plus odieux, le prénom que le père n'avait pas choisi, que la mère n'avait pas choisi, que le pasteur n'avait pas choisi. Et donc, on passe plusieurs centaines de pages à se demander, mon Dieu, mais d'où sort ce prénom-là? Par quelle conjonction incroyable de circonstances se peut-il que ce malheureux soit justement baptisé du nom dont personne ne voulait et qui était le pire des choix? Autrement dit, ce personnage commence à la fois il commence vraiment sous le signe du ratage et de la non-coïncidence, aussi bien du point de vue de la chose, du né, que du nom, du verbe, du langage. Et cette espèce de double décalage, de décalage dans le décalage, produit en fait une énergie de narration qui est absolument stupéfiante, parce que réussir à étirer la durée d'un accouchement, enfin, cette espèce de grossissement incroyable, c'est étirer la durée d'un accouchement même difficile, de quelques heures sur quasiment la moitié du volume. Ensuite, on passe à autre chose, on passe effectivement à la circoncision sauvage dans cette fenêtre à guillotine, à la suite d'un sabotage malheureux, parce que tout y graisse et en même temps tout se tient. Vous vous rappelez, Clairaut, pourquoi la fenêtre à guillotine tout d'un coup s'abat sur le sexe de ce pauvre enfant qui pisse par la fenêtre? Oui, vous vous en souvenez? Tout est toujours expliqué, et en fait on apprend que c'est, je ne sais plus si c'est Toby ou Trim, enfin... C'est Trim. C'est Trim qui est un peu l'aide de camp, on va dire, de l'oncle Toby, qui, dans ce projet assez délirant de reconstruction de maquette, a eu besoin à un moment des petits goulets comme ça qui font fonctionner les courroies de la fenêtre pour s'en servir pour fabriquer je ne sais plus quoi, un morceau de canon. Il faut savoir qu'il prend des bottes aussi qui coupent pour faire des choses. Enfin, on passe son temps à couper les choses hein, dans Tristram Shandy. C'est vraiment la métaphore de la section est très forte. Mais voilà, c'était un peu comme pour ce premier chapitre où de toute façon on ne peut jamais comprendre tout de suite. Et donc ça c'est Stern, c'est une façon quand même très moderne, puisque finalement il y a très peu de gens font comme lui, c'est de dire c'est la façon dont on raconte qui est importante. Les événements en soi, si on veut vraiment les raconter, il faut tellement les déconstruire, expliquer le pourquoi, le comment, il y a des antécédents, il y a des conséquences, etc. Donc de toute façon on s'y perd. Et on s'y perd parce qu'en plus on a autre chose à raconter. Et donc Stern s'amuse tout le temps, il joue avec avec quelque chose qui est très intéressant, qui est la compétence du lecteur. C'est-à-dire, voilà, je vais digresser, je vais faire un chapitre sur les nez, sur les barbes, sur ceci, etc. Donc, le lecteur, peut-être, tu auras envie de sauter ça. Il fait aussi des chapitres sur rien. Bon, il le fait quand même. Mais il prévient le lecteur, parce que le problème, c'est que si toi, lecteur, tu te dis, c'est une digression, ce n'est pas de l'action, donc je vais le sauter. Hein, vous savez, ce fameux fantasme qu'il faudrait sauter les descriptions pour que le livre se réduirait à l'action. Il dit, si tu rates ça, tu vas peut-être rater une petite info importante, parce que tu aimes les infos. Peut-être que à ce moment-là, tu vas enfin savoir, est-ce que Shandy est mon père, est-ce que Tristram peut faire quelque chose avec ce qui lui reste après la fermeture brutale de la fenêtre. Donc voilà, c'est une espèce de... C'est une espèce de défi qu'il lance au lecteur, parce que le livre est long, mais à la fois il faut savoir qu'il a paru comme ça en plusieurs livres sur quelques années, donc effectivement il y a ce côté de feuilleton. Et à la fois c'est un défi, c'est à la fois une menace, parce qu'il y a des moments où Stern menace un peu son lecteur de faire... dire attention, je vais faire une digression, dès que j'aurai un moment, je ferai ça. Il y a tout un moment où il veut faire, ça c'est magnifique, il veut faire une digression sur le sommeil. Il a juste envie de faire une digression sur le sommeil, puis il se dit, à la fois c'est quand même un sujet très noble et il a été vraiment traité, donc je ne vais pas le faire. Donc il y a un effet prétéritif comme ça qui dure tout un chapitre où finalement il finit par conclure qu'en revanche, une digression sur les boutonnières, ça c'est indispensable, ça n'a jamais été fait, donc c'est un moment où il peut certainement briller un peu plus. Il y a toujours ce côté... vaniteux entre guillemets hein, de Stern, qui dit, il le dit au début, quoi, il pense que son livre va quand même trouver un vaste lectorat qui va durer très longtemps, etc. Qui est quelque chose où il joue lui-même avec l'orgueil de l'écrivain, mais il était en rude compétition à l'époque hein, avec des gens comme Fielding ou Smollett. Et à la fois c'est important pour lui parce que
on le sait quasiment, mais voilà, il sait que ses jours sont comptés. Je crois que ça paraît en fin 59, Tristram Shandy. En 60, oui. En, ouais, 60, en décembre. Oui. Un an après Candide, en fait. Voilà. Et il meurt en 68, je crois, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il lui reste pas beaucoup de temps. Il a juste le temps d'écrire le Sentimental Journey. D'ailleurs, personne ne sait s'il a vraiment achevé le livre, finalement. Alors voilà, il y a toujours plus une question sur l'achèvement du livre, mais c'est vrai que quand on lit le livre, on n'est plus du tout dans une question d'achèvement, parce que c'est un livre qui fuit de tous les côtés. Il y a des passages qui sont moins rigolos que d'autres, qui sont un peu fastidieux parce qu'il est en train de disséquer des propos tenus par divers philosophes, etc. Mais à la fois, il faut toujours être attentif parce que il joue aussi avec l'ennui possible du lecteur. Il a toujours peur, il sait que c'est toujours possible que le lecteur s'endorme. Et c'est même mis en abîme en permanence dans les livres, puisque le père, qui est donc un discoureur infatigable, voilà, ils sont devant la cheminée, ils viennent de manger, et puis ils commencent à prendre la tête à l'oncle Toby pendant des heures. Donc au bout d'un moment, en général, Toby s'endort en premier, et le père s'endort au milieu d'une phrase, etc. Donc il se moque lui-même de l'effet, on va dire, lénifiant de tout discours comme ça. Comme s'il y avait un sommeil de la raison qui, en revanche, peut engendrer des monstres, puisque si, enfin, le père se tait, arrête de raconter, on n'est plus obligé de digresser, et du coup, un autre monde peut agir, et souvent, ce monde qui agit, c'est celui des femmes, c'est celui de la mère qui accouche, de la sage-femme qui se bouge un peu plus que ce pauvre docteur avec ses outils, et là, voilà, les choses avancent. On pourrait aussi faire toute une lecture de Tristram Shandy sur la répartition des rôles entre l'homme et la femme. Vous avez parlé de coupure. C'est vrai que la coupure, la coupe, la blessure est un thème, un incident récurrent et qu'on sent fondateur dans l'imaginaire, je ne sais pas si vous dire sternien ou chandien, disons chandien. En vous écoutant, j'y avais pas pensé, ça me fait songer que finalement, on retrouve ça aussi dans le montage même de la succession des chapitres. Parce qu'on a, vous parliez de chapitres sur le sommeil, de chapitres sur les boutonnières, qui finalement deviendra un chapitre sur les boutonnières et les femmes de chambre, et il trouve que l'association est plutôt intéressante et bien trouvée pour le lecteur. Ces chapitres-là font souvent penser aux essais d'un autre modèle, les livres de chevet de Sterne, qui sont les essais de Montaigne. Mais contrairement à Montaigne, qui lui aussi va par vagabonde et par brisée très très libre, à bâton rompu, Sterne pousse en quelque sorte la logique du vagabondage, de la digression et de la libre construction de Montaigne, encore un peu plus loin, dans la mesure où lui va jusqu'à couper ses propres essais, tronçonner ses propres éléments narratifs. Le livre est constamment monté sur des principes d'interruption saisissante, absolument immotivés, absolument imprévisibles, et de reprise également immotivée et imprévisible. Mais je n'avais jamais fait le rapport effectivement avec la coupure. Oui, il y a cette parenté comme ça entre le phénomène de la césure, on va dire, la césure, oui, c'est le bon mot. Et du caprice. Alors caprice qui justifie, hein, voilà, on peut arrêter de parler de ça parce qu'ils sont en train de dormir, on peut parler d'autres choses, etc. En plus, il a tendance à interrompre, pas à la fin forcément du chapitre, mais des fois au tout début du chapitre suivant. Il dit bon, laissons-la, passons à autre chose. Mais il a d'autres façons très étonnantes d'interrompre, de montrer que parfois il faut passer à autre chose. C'est des choses qui sont assez connues, mais qui ont quand même beaucoup marqué les lecteurs. C'est les fameuses pages un peu étranges. Donc, il y a les pages noires qui font gloser tout le monde sur pourquoi est-ce qu'il y a une page noire. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette page noire, à vous, Claro? Ben là, elle est très bien traduite. À la fois comme lecteur, traducteur et auteur. Mais moi, ma préférée, c'est la page marbrée. Ah, elle est très belle aussi. Parce que vous savez, ces pages marbrées, et qui se trouvent, alors on ne s'en rend pas compte dans cette édition, mais
parce que voilà, il y a une partition très, très différente des bouquins de Stern, mais en gros, il a voulu que cette page marbrée, elle soit à peu près exactement au milieu de son livre. Donc ces pages marbrées, c'est ce qu'on voit d'habitude dans un ouvrage, autrefois, encore au XXe siècle, on voyait ça, qui sont sur les aplats du livre, vous savez, de chaque côté, qui sont faites avec des couleurs, et qui sont toutes uniques, puisque c'est fait manuellement par le relieur qui fait ça avec des pigments, des produits, etc. Donc ce sont des choses qui sont au début et à la fin. Ça, c'est important. Deuxième chose, elles sont uniques. Donc en le faisant au milieu, dans un livre qui est imprimé, il inverse tout et il casse tout. C'est-à-dire que ce qui est unique devient quelque chose qui est de l'ordre de la reproduction, donc c'est quand même assez intéressant. Et surtout, c'est au milieu. Et alors que tout son livre a l'air quand même d'être quand même quelque chose qu'on déroule, qui part il remonte le plus loin possible, de la conception, l'engendrement, et donc il y a quand même quelque part une forme de linéarité qui est dans l'engendrement. À la fois, Tristram Shandy, le livre, est un livre qui peut se prendre en fait par plein d'endroits, voilà. Et le fait d'avoir mis, à mon avis, ces pages marbrées au milieu, c'est comme une indication au lecteur de, voilà, si la page marbrée est au milieu, si vous voulez qu'elle soit en fait à sa vraie place, il faut faire ça. Et là, vous aurez un vrai livre. Mais là, c'est plus un vrai livre comme avant. C'est pour ça qu'elle est au milieu. Pour redonner le sens à ces pages, il faudrait, voilà, comme un gant, complètement retourner le livre. Donc c'est assez étonnant. Enfin, rien ne l'oblige à faire ça dans le cadre d'un livre. Donc c'est un autre dispositif qu'il y a dans Stern pour faire ça. Il y a aussi tout un moment où je crois que c'est Trim qui veut expliquer quelque chose et qui donc prend son bâton et fait une espèce d'arabesque dans l'air, et donc c'est reproduit dans le bouquin de Stern. Il y a comme ça ce petit flourish, le zigouigoui, etc. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai vu, je suis tombé sur Toby, je crois. Voilà. C'est l'oncle Toby. Oui, donc voilà, il fait ça son bâton pour expliquer. Je sais plus, le commentaire est assez joli d'ailleurs, si je me souviens bien. Toby, c'est le nom verbal de la famille, par opposition au père, qui est le verbal de la famille. Toby, quand ça ne l'intéresse pas, ce qui se produit généralement assez vite, effectivement, il décroche et il se met à siffloter, un air célèbre. Voilà. Et quand il argumente, voilà ce que donne l'argument. C'est simplement une sorte d'arabesque tracée du bâton. Et il y a aussi d'autres lignes, après, c'est un peu sismographique comme ça, mais c'est amusant parce que j'ai vu l'autre fois un site qui montrait d'autres éditions, d'autres traductions de Shandy, et c'était jamais le même dessin. Donc ça paraît juste un détail, mais ça dit quelque chose aussi sur la traduction, comme si ben voilà, ils n'ont pas pu voilà, ils n'avaient pas les moyens de refaire, ou ils se sont dit que de toute façon c'était un zigouigoui, donc voilà, il y a une édition hollandaise où c'est complètement différent, une édition espagnole où c'est complètement différente. Voilà, il y a aussi ceux-là ne sont pas tracés par un personnage, par contre, ceux-là sont tracés par l'auteur lui-même, voilà, qui a soin d'indiquer en bas de la figure Inv TS, School TS, ce qui veut dire Tristram Shandy Invenit, Tristram Shandy Sculpsit. C'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai gravé aussi. Mais c'est vrai que la page noire est aussi une façon je pense, d'embêter les imprimeurs. Enfin, j'ai rien contre l'imprimeur de Glarnier Flammarion, loin de là, mais c'est évident que pour arriver à faire une page vraiment très très noire, même en offset, il faut y aller au niveau de l'encre. Et je suppose que même dans les premières éditions des volumes de Shandy, je pense que les lecteurs ont dû avoir les mains très vite noires, et que c'est quelque chose que Stern avait évidemment prévu. Peut-être que l'éditeur de la Glarnier Flammarion vous dira que si c'est un peu plus gris, c'est parce que c'est une reproduction fidèle du noir de l'édition originale. Peut-être. Et en ce qui concerne ces arabesques-là, ce sont donc des arabesques de l'auteur qui vous propose, arrivé donc à la page 501 de son ouvrage, avec ses tracés, des espèces de modèles réduits analogiques, des lignes digressives suivies dans les volumes précédents. D'où il ressort que, alors que vous croyez qu'il était en train de raconter et d'inventer absolument n'importe quoi, pas du tout, il était en train de suivre un tracé rigoureux qu'il est capable de reproduire, de justifier, pour le comparer au tracé qu'il est en train de suivre en ce moment même, dans lequel d'ailleurs il indique par des lettres majuscules et minuscules les points de repère pour indiquer exactement où il en est.
comme si tout Tristram Shandy n'était qu'une sorte d'énorme et monstrueux dérapage prétendument contrôlé. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est à la fois c'est cocasse, et à la fois il y a quelque chose de sérieux là-dedans, disons voilà, moi je fais aussi mon plan comme ça, et c'est rigolo parce que c'est comme s'il anticipait aussi les délires exégétiques ou les questions. Par exemple, il y a toute une problématique mathématique qui a été posée par Bertrand Russell justement à propos de... Alors, s'il met 360 jours pour raconter une journée, est-ce qu'il peut finir son livre? Enfin, c'est devenu une espèce de ce qu'on a appelé le paradoxe de Shandy, comme ça. Il y a plein de mathématiciens qui se sont cassés la tête pour savoir est-ce qu'il peut finir son livre. C'est peut-être pour ça que, effectivement, de toute façon, le livre de Stern n'est pas fini. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est un livre qu'on pourrait mettre en rapport avec un autre Garnier Flammarion, d'ailleurs. Qui est Bouvard et Pécuchet, qui est peut-être un livre qui effectivement n'est pas fini et qui prend des personnages comme ça qui sont dans le commentaire, dans la glose, dans le discours, qui ne sont pas, je veux dire, Walter Shandy, pas plus que Bouvard ou Pécuchet, ne sont que des personnages ridicules qui parlent à tort et à travers. Mais ils sont très importants parce qu'ils sont en train de... pas de prendre le pouvoir dans le roman, mais de montrer que dans le roman, il peut y avoir du discours, il peut y avoir de l'exagération. On retrouvera ça après avec les Misérables de Victor Hugo. Mais qu'en tout cas, la linéarité, ça n'a jamais été l'affaire de la fiction et du roman. Et c'est toujours une idée qui est compliquée parce que je pense qu'on a tous une vision de la littérature, on va dire, romanesque, où globalement, finalement, il y aurait peut-être... la littérature, ça serait des romans linéaires, et puis il y aurait quelques excentriques comme ça qui font autre chose. Alors qu'en fait, historiquement, c'est plutôt le contraire. Les grands textes, et même des textes mineurs, ont toujours été des textes comme ça, troués, qui fuient, qui se replient, qui se déplient, qui sont froissés, qui se commentent eux-mêmes, etc. Du fait même d'une tradition de la littérature qui est commentaire d'elle-même, c'est-à-dire que tous les grands textes ont donné lieu à des parodies. Je crois que Tristram Shandy était parodié déjà un an après sa parution en Angleterre. Il y a une tradition aussi de la continuation avec tous les romans de la Rose ou des choses comme ça. Il faut toujours revenir sur les pas et faire trembler les choses avec ironie ou plus ou moins de servitude. Mais en tout cas, l'idée très claire, c'est que non, le roman n'est pas là pour raconter une histoire qui va de A à Z. Et donc, quand aujourd'hui, ou même depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, ce roman bourgeois qui est apparu s'est mis à faire ça, en fait, il est minoritaire. C'est la vraie littérature marginale, c'est ce petit roman bourgeois qui raconte une histoire. Et la littérature, telle qu'on la connaît depuis Homère et même avant, a toujours été dans... contrairement à ce qu'a l'air de dire Stern, qui dit je commence mon livre comme Horace dit de le faire, et comme Homère le faisait, à Beauvau, je commence dans l'œuf, un peu avant, alors qu'il est toujours in medias res, il est toujours au milieu, Stern. Son livre est au milieu, on peut le prendre... Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre si on le prend au milieu, il y a des allusions, mais au début non plus, on ne comprend pas, et de toute façon, à une première lecture, c'est un livre qui est quand même assez inépuisable. C'est une sorte de géométrie paradoxale que vous esquissez, Claro, parce que vous parlez d'un ab ovo qui est en même temps un in medias res, et vous parlez... C'était vraiment pour dire du latin. Oui, c'est plein de latin ici. Vous avez des chapitres entiers qui sont en latin, traduits scrupuleusement par Shandy. D'ailleurs, il y a un très très beau chapitre qui consiste entièrement en une longue formule d'exécration et d'imprécation. Le docteur Slop, si je me souviens bien, veut maudire le valet qui est allé chercher les instruments nécessaires pour accoucher Tristram. Le valet fait 8 miles à cheval, revient 8 miles avec les instruments du docteur dans un sac, et pour que ça ne bouge pas trop dans le sac pendant que le cheval galope, il a fait des nœuds bien serrés pour que les instruments ne brinque-ballent pas dans le sac. Il arrive, il tend les instruments, et le médecin s'aperçoit que le temps qu'il défasse tous ces nœuds, l'enfant sera déjà né, déjà accouché 10 fois. Alors il commence fébrilement à essayer d'arracher les nœuds comme il peut, il se coupe au pouce. Il ne pourra pas accoucher l'enfant comme il le voudrait, il se coupe au pouce et il maudit
le domestique. Et maudit sois-tu, misérable, voilà, une formule très très courte. Et immédiatement, le père Chandy dit « c'est un peu court, jeune homme ». Oui, exactement. Et le père Chandy, qui est un érudit, il sort immédiatement un gros in-folio où il sort une formule d'imprécation et de malédiction du XIe siècle, entièrement en latin ecclésiastique traduit, qui couvre plusieurs pages. Donc si vous avez quelqu'un à maudire et que vous tenez vraiment à ne pas le rater, détail par détail, scrupule par scrupule, de la tête aux pieds, organe par organe, et jusqu'à la 4e génération en amont et en aval, vous avez là une formule de malédiction qui est épatante. Voilà. C'est ce genre de choses que Tristram attrape comme ça dans les méandres de ses digressions. Non, mais pour en revenir à cette géométrie, justement, qui est gréco-latine et insensée, qui remonte effectivement à Lucien, il le dit à un moment, et évidemment au grand Rabelais, hein, à la fureur anti-scolastique rabelaisienne, c'est plein de scolastiques passés à la moulinette, hein, Sterne. Vous avez parlé d'excentrique, mais si je vous comprends bien, l'excentrique, là, qui est devenu en parenthèse une des grandes figures de l'être anglais, entre guillemets, hein, l'excentrique. La figure de l'excentrique, elle prend aussi sa source largement dans Sterne, parce qu'on n'a pas parlé du hobby horse et de la chimère, on pourrait en parler aussi. Oui. Hein. L'excentrique, si je vous comprends bien, le roman excentrique, qui est le grand roman, c'est bien le roman où le centre est partout, finalement. Et la circonférence nulle part. Et la circonférence nulle part, c'est d'ailleurs une formule que vous employez pour caractériser cette œuvre dans votre interview inaugurale. C'est vraiment une œuvre univers, finalement. Oui, parce que on le voit avec cette histoire de nœud comme ça, où c'est incroyable qu'un accouchement va être raté juste parce qu'il y a un nœud qui est fait à une besace. Mais ça, c'est le motif qui revient tout le temps. Il y a le côté noble, qui est la digression, et il y a l'autre côté plus trivial dans le livre, qui est l'empêchement. Il y a toujours un empêchement, et celui-là vient en revanche pas toujours du cours des idées, mais des objets. Donc il y a des empêchements avec ce nœud-là, il y a des empêchements quand ils essayent de reconstruire la forteresse de Namur, il y a des empêchements incroyables avec une histoire de porte dans l'appartement qui grince, donc c'est compliqué, si on va voir si les gens dorment, on fait grincer les portes, ça les réveille, enfin voilà. Et à la fois, on sent bien que c'est un art d'écrire, c'est Sterne qui nous explique... c'est un empêchement parce que dans la vie on écrit, on est toujours empêché, voilà, on peut être empêché par la mort, par les délais. Dans l'écriture, on s'empêche également parce qu'on n'arrive pas forcément à faire un sujet. Donc chaque fois, il faut, soit on fait comme s'il n'y avait pas de problème de nœud, soit on va vraiment parler des problèmes de nœud, mais on va en parler avec le lecteur. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu dit au début, c'est ce rapport complètement incroyable au destinataire du livre. Oui, il montre bien qu'il existe. Le destinataire, oui, vous avez parlé de l'invention du lecteur. Oui, voilà. Il y a l'invention du lecteur et le destinataire. Bon, ce qui se faisait énormément à l'époque, c'est quand on écrivait un livre, on le dédiait à une sommité, à un protecteur. Voilà. Et il ne le fait pas du tout. Donc, ce qui est déjà assez étonnant. Et puis, au bout de 200 pages, il s'est aperçu qu'il faudrait le faire. Donc, il commence à le faire. Et il le fait d'une façon, mais complètement irrévérencieuse, où on a l'impression que, si une personne se reconnaissait dans Dédicataire, elle se sentirait plutôt insultée. Voilà, donc au bout d'un moment, il le trouve. Je sais plus. Je crois que à la page 50, une très belle dédicace. Vous pouvez la lire peut-être. Elle est superbe. Page 50. Le My Lord ? Oui, My Lord. Ah oui, parce qu'il y a celui-là, mais après, il y en a un qui vient oui, encore mais celui-là est pas mal non plus, parce que... My Lord, je maintiens que ceci est une dédicace, en dépit de sa singularité, sur les 3 points essentiels de la matière, de la forme et du lieu. Je vous supplie donc de l'agréer pour telle, en me permettant de la déposer avec la plus respectueuse humilité aux pieds de votre Seigneurie, quand elle se tient sur eux, ce qu'elle peut faire à son gré, c'est-à-dire My Lord, toutes les fois que l'occasion s'en présente, et j'ajouterai l'occasion d'agir pour le mieux. J'ai l'honneur d'être, My Lord, de votre Seigneurie, le plus obéissant, le plus humble et le plus dévoué des serviteurs. Tristram Shandy, et là-dessus, vous avez une coupure, on passe au chapitre suivant, et dans le chapitre suivant commence comme ceci:
Solennellement, je déclare à l'humanité entière que la dédicace ci-dessus ne s'adresse à aucun prince, prélat, pape ou potentat, duc, marquis, comte, vicomte ou baron de ce royaume ou de tout autre royaume de la chrétienté et n'a été jusqu'ici ni colportée, ni offerte en public ou en privé, directement ou indirectement, à quelque personne ou personnage que ce soit, grand ou petit, mais constitue une dédicace vraiment vierge qui ne s'est donnée à âme vivante. Et là-dessus, il la met aux enchères. Il la met aux enchères et il en demande 50 guinées. Il dit, soit je l'affirme, 20 guinées de moins que ne devrait pouvoir l'offrir tout homme de génie. Voilà. Donc, si vous voulez acheter à Stern la dédicace du livre 1, vous envoyez un chèque à son éditeur, il le dit, votre nom sera imprimé dans l'édition suivante. Et on parlait de cette façon de faire les choses au milieu ou en décalé. Ouais. Et effectivement, la préface de l'auteur arrive à la page 225. Mais parce qu'il n'a pas eu le temps, en fait, avant, donc il le dit. Je suis débarrassé de tous mes héros, et puisque pour la première fois, je dispose d'un certain loisir, je m'en vais le mettre à profit pour écrire ma préface. C'est le chapitre 20, livre 3, et donc il entame dans le même chapitre, préface de l'auteur. Non, je n'en dirai pas un mot, la voici. En la publiant, j'ai fait appel au monde je la donne, qu'elle parle elle-même. Et après, voilà, il se lance dans cette... Il y a un passage qui est absolument magnifique dans cette préface, où il décrit une espèce d'affre comme ça, qui a l'air d'être une espèce d'extase orgasmique. C'est incroyable. Non, je peux pas tout lire, mais... Mais quand même, l'extase orgasmique, peut-être, tout de même. Bon, même hors contact, c'est pas grave. Dieu nous bénisse, quel noble travail nous ferions, comme je vous l'enlèverais. Quelle ne serait pas mon ivresse d'écrire pour de tels lecteurs. Il faut toujours imaginer un lecteur. Et vous, juste ciel, quelle extase ne trouveriez-vous pas à me lire? Et là, il parle au lecteur. Mais c'en est trop. Mes forces s'en vont. Un évanouissement délicieux me gagne. La nature n'en saurait supporter davantage. Soutenez-moi, la tête me tourne. Ma vue se trouble, je meurs, je suis mort. Au secours, au secours, au secours. Mais voyez, les forces me reviennent un peu, car je commence à prévoir que si nous devenions de grands esprits, tous tant que nous sommes, nous ne saurions rester d'accord un jour entier. Satire, sarcasme, risée, colibet, raillerie, riposte, attaque et parade, partant de tous les coins, nous ne connaîtrions que méchanceté et guerre. Pures étoiles, que des gratinures et de volées, quel grincement qu'un infernal vacarme, coup de masse sur le crâne, coup de règle sur les doigts, piqûre aux pires endroits rendrait notre vie intenable. Cependant, si nous jouissions tous en effet d'un grand jugement, nous devrions pouvoir arranger les choses aussi vite qu'elles se dérangent. Ainsi, sans cesser de nous abominer les uns les autres, 10 fois plus que tous les diables et diablesses réunis, nous ne ferions apparaître, mes très chers, que courtoisie et bonté. Le lait et le miel couleraient dans une seconde terre promise, ce serait le paradis sur terre, bref, les choses n'iraient pas si mal. C'est une dialectique assez étrange quand même. C'est très étonnant. Oui. C'est très étonnant, mais il y a cette façon effectivement qui... Alors c'est pas un des premiers à faire ça, mais c'est une tradition en littérature et anglaise comme ça de s'adresser au lecteur. Mais il y a cette idée tout d'un coup d'une littérature qui pense que c'est elle qui fabrique le lecteur, que le lecteur n'existe pas, et donc elle ne lui donne rien de... Elle ne se base pas sur des préconceptions, elle ne juge ni ne méjuge de la compétence du lecteur, etc. Elle donne tout. Et elle dit, c'est par cette lecture que celui qui me lit va advenir au rang de lecteur de Stern. Voilà. Avant, il était peut-être un lecteur de Smollett, peut-être qu'avec un peu plus de chance, c'était un lecteur de Cervantes, mais là, il va apprendre autre chose, parce que finalement, le livre, malgré son côté concentrique, aussi disjonctif en permanence, est un livre d'une grande générosité, qui parle voilà, de choses très simples, qui voilà, quand on arrive dans la vie et qu'on est un petit peu diminué et qu'on sait qu'on va avoir que des ennuis, parce que enfin, il y a quelque chose de très noir aussi dans Tristram Shandy, c'est comique, enfin bon, à la fois c'est pas non plus, ce qui leur arrive n'est pas très rigolo, enfin le pauvre oncle Toby c'est assez dramatique, mais à la fois c'est pour Stern, et enfin, c'est un mot qui, je sais plus si c'est dans les Vies et Opinions ou dans un autre texte où il dit que c'est la chose la plus essentielle pour lui, pour lutter contre les embarras et les empêchements du monde. Il dit c'est mirth, c'est la joie. Et c'est un livre qui est complètement porté par la joie, mais cette joie, elle n'existe que comme don au lecteur, c'est-à-dire qu'il peut nous raconter des choses abominables, ou qui ont l'air ennuyeuses, ou qui ont l'air retorses, ou qui ont l'air
de l'ordre de l'exégèse, mais toujours, il y a comme ça dans son écriture quelque chose de l'ordre du coup de fouet pour que les gens comprennent que, enfin, c'est la joie qui fait tenir tout ça. C'est la joie du lecteur, qui n'est pas du tout un démiurge, mais qui finalement va d'un émerveillement à l'autre, puisqu'il découvre qu'il ne savait pas lire. Hein. Il croyait qu'il suffisait de lire une histoire, ou il croyait qu'il suffisait de sauter des passages digressifs, et il comprend que non, en fait, il faut être tout le temps attentif, et que l'émerveillement peut subvenir partout. Oui, la construction du lecteur... En effet, ce texte est aussi un dialogue. C'est aussi un dialogue en pointillé, avec un étrange lecteur ou lectrice d'ailleurs. Les interpellations sont parfois au masculin, parfois au féminin. Voilà, donc voilà, votre identité est tout à fait flottante, ça dépend effectivement, puisque c'est l'auteur qui vous l'écrit et qui vous en affuble ponctuellement par moment, cette identité n'a pas non plus à être constante, rien ne la garantit, cette espèce de promenade insensée. Comme si l'auteur oubliait en route à qui il s'adressait exactement et le réinventait au coup par coup à chaque fois, alors qu'en même temps, cet auteur, qui paraît vraiment affecté d'une fuite des idées totalement délirantes, fait aussi preuve, ça on l'a peut-être pas dit, d'une mémoire de son propre texte vraiment, vraiment stupéfiante. Au bout de 200 pages, il y a un fil comme ça, il y a un fil de récit qu'il a laissé en suspens et qu'on a fini par oublier à force de tourner les chapitres courts, longs, étranges, voilà. Et 200 pages plus loin, il vous dit « Mais j'ai laissé ma mère écoutant à la porte. Il serait peut-être temps que... » Voilà. Et il nous ramène à cette mère, lui, il ne l'avait pas oublié. Une sorte de jongleur comme ça, il lance 1, 2, 3, 4, 12 balles. On finit, nous ne les distinguons pas les unes des autres. Et lui fait mine de l'avoir oublié en route aussi, mais il les distingue. Il y a une sorte de maîtrise comme ça, extraordinaire, et en effet d'une très très grande générosité. Et ce qui est peut-être étonnant, c'est que bon, on a l'impression que ce livre est connu. Pas tant que ça. Mais finalement, il n'est pas si connu que ça. Pas plus d'ailleurs en Angleterre, forcément, qu'en France. Est-ce que c'est pas un peu un livre pour écrivains d'ailleurs? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain des livres pour écrivains. J'espère que tous les livres sont pour écrivains, mais, puisque je pense que quand on crée un lecteur, quelque part, on crée quelque chose en lui de l'ordre de l'écriture. Mais je pense qu'à la fois, si on prend Rabelais, évidemment, on va dire rabelaisien, c'est plus facile à dire que chandéen, mais finalement Rabelais, pareil, en France, je pense que c'est pas une référence littéraire. Alors peut-être parce que ce sont des auteurs qui sont monstrueux, qui ne sont pas justement dans l'engendrement d'un courant littéraire, mais ce sont des livres qui ont ce point commun, ils ont l'air d'être très connus, et à la fois ils n'ont pas... Comme disait Céline, ils n'ont pas fait de petits. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme Seurat, il fait des petits points sur ses tableaux, Seurat, mais il n'a pas fait de petits. Il y a Céline qui fait des petits points comme ça. C'est étonnant de voir. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont allés trop loin, ils sont trop dans l'excès, ils sont trop parfois impalpables? C'est très difficile d'imiter une liberté. C'est compliqué parce qu'à la fois... alors je vais encore parler de Céline, mais c'est intéressant, on digresse, enfin bon, si on digresse pas en parlant de Stern, Céline par exemple, pour Rabelais, il dit pas simplement que Rabelais n'a pas fait de petit parce que c'était unique et ça ne pouvait pas engendrer, il pense qu'il y avait une lutte, en fait, Rabelais est en train finalement de créer la langue française, de créer une forme de littérature différente. Et en face, il va y avoir autre chose, alors c'est pas à leur honneur, mais il y a quelque chose qui s'appelle Jacques Amyot, qui est un traducteur et qui traduit la vie des hommes illustres de Plutarque. Et il dit voilà, là on avait à peu près à la même jauge temporelle deux écritures complètement différentes, la folie rabelaisienne, etc. Et d'un côté une espèce d'écriture presque notariale, où Amyot est quand même en train de créer le français quand il traduit la vie des hommes illustres de Plutarque. Il y a énormément de termes qu'on utilise tous les jours qui sont en fait des créations de Amyot, qui pour traduire certains termes a été obligé d'inventer des mots. Mais pour Céline, c'est Amyot qui a gagné, donc il n'est pas connu, il n'y a pas besoin d'être connu pour gagner, voilà. Et c'est pour lui finalement après, c'est le style du bachot. Et c'est très intéressant cette idée de voir que et Stern est justement un peu ce chaînon manquant
entre Rabelais et bien sûr Cervantes, et il y a évidemment d'autres textes. Et qu'est-ce qu'il y a après Stern? On n'a pas non plus... peut-être le seul écrivain français qui a essayé de se remettre dans cette veine comme ça, c'est Charles Nodier, avec Histoire de... Oui, du roi de Bohême et c'est châteaux. Mais il y a Diderot aussi. Qui a repris ça, il y a Diderot. Dans Jacques le Fataliste, il y a des hommages... voilà. C'est presque des démarquages de Stern. Des écrivains qui se sont lus, mais ça reste quelque chose qui est très oublié, qui est pas... enfin, il y a pas, on n'arrive pas à trouver un héritage vraiment rabelaisien en littérature française d'équivalent 19e ou 20e, mais à la fois, je pense qu'ils ont contribué à pousser des écrivains à être dans le renouvellement en permanence, à créer de nouvelles races. C'est en ça que je disais que c'était peut-être que je vous demandais si c'était à votre avis un livre pour écrivains. Pour vous, si je vous comprends bien, la lecture active, la collaboration textuelle telle que Stern la demande et la construit dans son texte, cette lecture active, pour le dire vite, c'est déjà de l'écriture, en somme. Ouais, mais j'adore quand on parle de lecture active, hein, parce que ça quand même sous-entend qu'il y a une lecture passive. Vous ne croyez pas ? Si, bien sûr, mais c'est vrai, mais à la fois on se demande... ça doit demander quand même une forme d'effort particulier pour faire une lecture passive. C'est-à-dire c'est impossible qu'une lecture soit passive. Mais c'est peut-être parce que vous êtes écrivain. Non, je crois pas, parce que je pense que c'est vraiment... c'est impossible de séparer les deux activités. Par exemple, quand j'écris, c'est pas stupide à dire, c'est bête, mais je suis en train de lire. Je lis ce que j'écris. Donc je reste quand même à un certain niveau un lecteur. Donc je sais que c'est moi qui produis ce que j'écris, mais ça m'oblige à me décaler et à avoir une conception de mon travail déjà comme lecteur. Donc dans ce côté-là, c'est indissociable. Et donc c'est bien pour ça que vous lisez comme ça. Et que ça vous est mais tellement difficile de vous représenter qu'on peut lire passivement. Dans l'autre sens, quand on lit, je pense que c'est une forme d'écriture. Déjà, on s'approprie le texte, on le lit, on peut le lire à voix haute, on peut le lire à voix haute aussi dans sa tête. On se met à le produire, on se met à le charger d'intention, on ne le lit pas de la même façon, selon la façon dont les esprits vitaux se sont répartis dans notre corps, avec tristesse, ou il faudrait presque faire une conception spinoziste de la lecture si on lit avec de la tristesse ou de la joie, mais certains livres, ces livres justement qui sont généreux, transforment pas le lecteur en écrivain, mais je pense lui permettre de faire une partie du chemin, et non pas d'en faire un écrivain, mais de lui donner le sentiment de l'écriture. Il y a quelque chose de très fort dans Les Vieilles Opinions, c'est qu'on a l'impression que c'est en train de s'écrire sous nos yeux. Il y a un présent de la narration, même si passe son temps à aller c'est vraiment une naissance, à droite à gauche, qui fait qu'en tant que lecteur, on voit les choses en train de se faire. On est en permanence accompagné et voilà, il nous explique, bah oui, la lecture, c'est une écriture, c'est l'écriture du monde. Lire le monde, voilà, on pourrait, ce binôme lecture-écriture, on pourrait lui rajouter encore le troisième terme qui est peut-être médian, qui est la traduction, hein, peut-être tout est traduction et que finalement le lecteur est le plus grand traducteur parce qu'il est obligé de tout traduire. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Et la traduction, en plus, est importante dans Vieilles Opinions, puisqu'il passe son temps à citer du grec ou du latin. Il sait très bien que son lecteur n'est pas forcément helléniste, pointu, etc. Et donc c'est le texte qui disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire lire, voilà. Est-ce que ça a un sens que je lise une page qui est en latin si je ne sais pas lire le latin? Je pense que oui, bien sûr. C'est important qu'il y ait de l'étranger à l'intérieur d'un texte, c'est important qu'il y ait des choses qu'on ne comprend pas, parce que ça dit que le livre n'est pas quelque chose qui va vers l'éclaircissement, c'est pas non plus quelque chose qui va vers la nuit, mais c'est pas en relisant un livre 10 000 fois que le livre s'éclaircit, s'illumine comme ça de l'intérieur. Au contraire, c'est des zones d'ombre qui se déplacent en permanence. Et je pense que c'est ce qu'on aime dans la littérature et dans l'acte de lecture, c'est le déplacement des zones d'ombre qui fait que quand on va relire Proust au bout de 20 ans, on va voir des choses qu'on n'avait pas vues, mais du coup il y en a plein qu'on va rater. Il y a des choses qui ne seront pas claires. J'ai fait une préface pour La fille aux yeux d'or de Balzac, et je sais très bien la première fois que j'ai lu, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait.
apparemment, il y a une fille qui se fait déchiqueter, on a l'impression qu'il y a des empreintes de pieds sanglantes au plafond, donc je n'avais absolument pas compris. Et en le relisant, en fait, je ne comprenais toujours pas. Je comprenais ce qui s'était vaguement passé, mais c'est-à-dire qu'il y avait aussi un point de... Il y a un mur, c'est-à-dire qu'on peut pas... les choses ne vont pas comme ça être plus limpides, même si on connaît plus de vocabulaire, si on est plus habitué à un style. Il y a un moment où l'écrivain sait quand même faire des choses dans l'ambivalence, avec des perspectives faussées. Et nous, en tant que lecteurs, en fait, c'est ce qu'on aime. C'est pas... On ne cherche pas à être inondé de lumière et réjoui à tout comprendre. C'est pour ça qu'on revient aussi sur certains livres, c'est parce qu'ils ont des nœuds, voilà, des points de résistance, des points de suite qu'on n'arrive pas à voir, ils ont des difficultés. Ça ne veut pas dire que ce sont des livres illisibles, c'est au contraire qu'ils remettent en permanence en cause la notion de lecture. Voilà, que la lecture, c'est pas juste lire une histoire, et que peut-être lire, c'est lire un texte en latin qu'on ne comprend pas, ou une citation grecque, parce qu'il n'y a pas de lecture idéale. On sait très bien qu'on peut, tout le monde en a fait l'expérience, vous pouvez être en train de lire, et vous vous apercevez que vous êtes en train en fait, de penser complètement à autre chose. C'est généralement pas très intéressant par rapport au livre. Mais vous faites deux activités en même temps, donc... Est-ce que lire un livre en entier en pensant en permanence à autre chose, est-ce que c'est la lecture idéale, etc. Non, peut-être la lecture, elle fonctionne très bien quand elle est parcellaire, etc. Donc chacun lit avec ses propres besoins. Effectivement, moi je lis en écrivain, forcément, donc je cherche certaines choses, j'essaie de voir comment ça marche, de comprendre pourquoi je suis épaté, ou pourquoi ça m'énerve, ou pourquoi ça ne marche pas. Mais chaque lecteur a son propre plan, a aussi ce rapport avec l'œuvre. Il lui demande des choses, l'œuvre lui donne d'autres choses, elle lui en refuse certaines, et c'est pas une dispute, mais c'est quand même une disputation, il y a quand même quelque chose de l'ordre du... on aime la résistance dans un livre. Ça peut être la résistance d'une syntaxe, la résistance d'un vocabulaire, la résistance d'une structure, la résistance des allusions, mais c'est intéressant que parce que justement il y a ça parce que l'écrivain n'a pas présumé de la compétence du lecteur. Il s'est pas dit, bon alors ça, si je mets ça, il ne comprendra pas, donc je ne mets pas ça. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent ça, qui aidés par leurs éditeurs, genre ça on ne peut pas le dire parce que sinon c'est pas clair. Donc on baisse tous les niveaux, etc. Comme si dans un roman, on mettait des notes en permanence pour expliquer. Mais non, au contraire, on ne peut pas présumer de la compétence du lecteur puisqu'il n'existe pas et qu'on va le créer. Et l'idée, c'est pas juste... Il est intelligent, il va aller voir dans des dictionnaires, il va chercher... Non, c'est pas... Voyager dans un livre, c'est pas juste faire des recherches pour essayer de tout comprendre. C'est travailler justement avec ces résistances, avec ces choses qui vous échappent, avec cette forme d'inattention qu'on a. On ne peut pas être un lecteur attentif à 100%, et même à 100%, ça n'a pas de sens. Et les livres, les grands livres comme ça, jouent avec ça. Il joue avec la maîtrise. Lui, l'écrivain, c'est son boulot, donc il est dans un contrôle permanent. À la fois, il n'a pas écrit son livre dans un contrôle permanent uniquement, c'est pas possible. Il faut lâcher des choses. Donc lui, ça a été dans l'écriture de son livre en permanence. Je me lâche, je laisse passer des choses, j'ouvre des portes, je fais des fuites, je contrôle quand même, voilà. Et toi, lecteur, c'est pareil. Quand tu vis une expérience de lecture, il faut que tu tiennes les choses, mais que tu lâches un peu la bride. Enfin bon, un des autres grands thèmes, mais bon, on va pas y passer des heures, mais c'est l'obsession. Le père de Chandine est une forme d'obsessionnel, c'est-à-dire qu'il pense que toutes les solutions sont dans les livres. Quand voilà, son fils se fait circoncire par une fenêtre à guillotine, tout de suite c'est génial parce qu'il va pouvoir s'enseigner, donc il va aller voir, il y a un côté, c'est très flaubertien, il va immédiatement s'acheter tous les volumes possibles qui traitent le sujet, parce qu'il pense que, que la solution est dans les livres. Sauf que les livres sont dans le monde est dans le livre, donc c'est plus compliqué. Toby est complètement obsessionnel. Il veut reconstruire ce siège de Namur comme s'il pouvait recréer les conditions qui ont mené finalement à son handicap, qui a mené au fait qu'il a voulu refaire ça. Enfin, c'est ce qu'il appelle le hobby horse, voilà, qui est quelque chose qui est traduit par chimère dans cette version-là, ou qu'on peut traduire par dada, ou un hochet, ou une espèce de... Il y a cette notion du califourchon qui est assez incroyable dans Stern, et qui est que chacun a une marotte, une chimère comme ça, qui
qui a un sens pour lui. Et peut-être que l'obsession du lecteur, sa marotte, son dada, son hobby-horse, ça serait le sens, ça serait la compréhension. Alors que c'est beaucoup plus dynamique que ça. Tous les personnages de Stern ont une sorte de point d'achoppement, un point aveugle et obsessionnel où ils reviennent et qui est impénétrable à autrui. Le père, donc, ce sont les livres, les dissertations, la rationalisation. Toby, l'homme d'action, c'est effectivement la reconstitution du siège. Ce sont deux façons différentes, peut-être, de remonter à l'origine d'un problème qu'on aspire à résoudre. Bien entendu, Stern fait la théorie du hobby horse, la théorie de la chimère, et il fait aussi la théorie de la coexistence des chimères, qui est un très beau passage où il dit que finalement, après tout, on n'y comprend rien, personne n'y comprend rien, chacun a la sienne, mais il donne comme exemple de coexistence pacifique, pas toujours pacifique, tendue parfois, mais enfin de coexistence respectueuse de la chimère de l'autre, le rapport entre son père et son oncle. Et en vous écoutant, ça m'a fait penser que c'était un peu cette sorte de coexistence tendue et amusée et confraternelle que Stern propose à son lecteur dans ce livre où il charrie et il inclut dans les méandres comme ça de la narration tellement de corps étrangers qu'on croirait étrangers au livre, qu'on croirait étrangers au texte, des fragments, des vrais morceaux de livres qui ne se trouvent pas aux bons endroits, des morceaux de corps qui ne se trouvent pas aux bons endroits, et qui pourtant, embarqués là-dedans, finissent par coexister dans cet endroit-là, de même que nous-mêmes, lecteurs, sommes aussi un corps étranger qui se trouve aspiré là-dedans et qui devenons partie de la substance du livre, je crois. Oui, le lecteur, il a sa place dans le livre, parce que l'obsession chez Stern, c'est jouissif, c'est de l'ordre de la pulsion, il peut s'en moquer, mais à la fois, on voit bien en quoi Flaubert, par exemple, dans Bouvard et Pécuchet, s'en moque, parce que là, il nous montre des dadas, des marottes, des obsessions qui sont complètement artificielles. Bouvard et Pécuchet, chaque fois, décident tout d'un coup de s'intéresser à la géographie, aux problèmes fluviaux, etc. Et ça s'arrête en permanence. Enfin, il y a cette phrase qui revient en permanence de Bouvard et Pécuchet, c'est « ils abandonnèrent, ils arrêtèrent, ils renoncèrent ». Là, on est passé à un système qui est complètement différent parce qu'il est artificiel et qu'il a un rapport au savoir. Alors que l'obsession sternienne, c'est un vortex, c'est un tourbillon. Enfin, et puis elle travaille avec les autres obsessions qui s'enchaînent, etc. Donc ça rend le livre complètement vertigineux et désaxé. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de milieu. Le milieu est erre en permanence. Et vous l'avez dit, le vertige en l'occurrence est beaucoup plus nettement un vertige de joie positive et de joie partagée qui attend son lecteur. C'est vraiment un livre qui attend son lecteur. Et ça, vous l'avez bien fait sentir. Merci beaucoup. Merci. Merci.